2. Programme Maison Saine, prévenir les risques de l'habitat sur la santé. Ça a commencé aussi dans notre chambre, aussi on a constaté de la moisissure sur les murs. Et moi qui suis asthmatique, effectivement, je comprenais aussi pourquoi quelquefois j'étais gênée. C'est notre vie en fait, l'humidité, faut pas le nier, ça a des conditions et des conséquences très néfastes pour le corps humain. Et je pense qu'on ne le sait pas assez, on ne se rend pas du tout compte, on nous dit oui, aérer la maison 10 minutes par jour, mais en fait c'est vraiment important. Et lorsqu'on a mis le matériel, il n'y avait plus rien, et les enfants qui étaient toujours fragiles, depuis ce jour, vivaient fort bien. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une petite fille asthmatique, je crois, mais qui franchement depuis lors n'a plus subi le moindre dommage et ennui, et ça a vraiment bien réglé. J'ai recommencé à prendre de l'asthme. J'avais du salpêtre le long des murs, le long des meubles qui étaient prêts. J'avais de la moisissure sur toute ma vaisselle. Je suis allé consulter mon pneumologue qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je reste comme ça, que ça devenait dangereux. Ma motivation, c'était ma santé. Et d'ailleurs, c'est une priorité. De l'odeur et tout ça, je sentais déjà, l'odeur de moisi, bien sûr. La porte des toilettes, elle était verte de taches, enfin toutes les portes d'ailleurs, les placards, tout était. Alors les placards, on n'en parle pas, et c'était noir, enfin bon, voilà. Mais des personnes me disaient toujours, faites attention, ça peut être dangereux pour la santé. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte quand même que j'avais des douleurs que je n'avais pas auparavant. Nous, on a déménagé pas mal de fois avec mon mari et nos enfants, et ça se passait très bien. On a peut-être toujours eu de la chance, j'en sais rien, mais là pour le coup, on n'en a pas eu. Mais on ne se disait pas, attention, il peut y avoir de l'humidité, on va être embêté, attention à la santé des enfants qui étaient relativement jeunes du coup, puisque le plus jeune avait 9 ans. Et il est asthmatique, et même ça, on n'y avait pas pensé, n'ayant jamais eu de soucis jusque-là. Et en arrivant ici, il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'en fait, dès que notre fils arrivait en haut de l'escalier, avant même de descendre, en ouvrant la porte, il disait « Maman, je ne peux pas descendre ». Ça lui prenait tout le corps. En fait, l'humidité, l'insalubrité, les moisissures, le salpêtre, tout ça, ça rentrait à l'intérieur. Il ne descendait jamais. Même quand je l'appelais, il ne voulait pas. Maison Saine, un programme du pôle d'engagement sociétal Murprotec. Alors bonjour à tous. Les images les extraits qu'on vient de voir, c'est des témoignages de clients qui montrent bien la relation qu'il y a entre notre métier et la santé. Alors tout d'abord, je vous remercie à tous d'être présents ce matin. Je suis Gary Ardonner, le directeur général de Murprotec pour la France. Murprotec est le leader européen du traitement de l'humidité et de l'amélioration de la qualité de l'air dans 9 pays en Europe, en France depuis 70 ans, où nous couvrons le territoire avec nos 65 agences. Nos experts réalisent à peu près 30 000 diagnostics chaque année. Notre vocation est de permettre à chacun de respirer un air sain dans un bâtiment sain. Cette matinée est consacrée à la présentation des résultats d'une enquête menée sur la santé et l'habitation dans le cadre de notre partenariat avec Santé Respiratoire France ainsi que notre programme Maison Saine. Alors avant de commencer, je voudrais présenter les personnes qui m'accompagnent ce matin. Nous avons tout d'abord Marine Leblond, notre grand témoin d'une histoire personnelle liée au danger des moisissures et de la santé. Le docteur Frédéric Leguillou, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France, dont Murprotec est partenaire. Édouard David, en charge du pôle d'engagement sociétal Murprotec, présentera les résultats de l'étude, accompagné de Bruno Tudal, qui est notre conseiller scientifique en environnement intérieur. Et pour finir, Pascal Bruno, notre directeur marketing, vous présentera le programme Maison Saine. Alors pour bien vous expliquer en fait ce qui m'a motivé, ce qui nous a motivé, ce qui fait aussi peut-être notre présence là aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Il y a quelques années, j'allais moi aussi en rendez-vous réaliser des diagnostics chez les clients et arrivé dans une maison, on avait un jeune couple, 35-40 ans, qui avait un petit bébé, petite fille de 2 mois. Et la personne nous appelle parce qu'elle a des problématiques dans sa cave. Et dès qu'on arrive, il nous montre sa cave et il est vraiment
il a un souci absolument pour lui à régler dans sa cave. Donc effectivement, dans sa cave, on a des présences de salpêtre, il y avait des poussées latérales, il y avait une problématique d'humidité. Néanmoins, on fait tout le tour de la maison, et quand on fait tout le tour de la maison, on arrive dans la chambre du bébé, qui d'ailleurs dormait dans cette chambre. Au début, il ne voulait pas qu'on y aille, mais moi j'ai insisté à ce qu'on voit quand même cette chambre. Et là, il y avait une présence de moisissure assez importante dans la chambre de la petite. Moi, j'étais avec un collaborateur, c'est lui qui faisait son expertise. Moi, j'étais là pour l'observer, pour être avec lui. Et je vois qu'il en parle, d'accord. Il dit aux personnes, mais il dit, en sortant, il dit, mais il ne faut pas laisser la petite là-dedans, c'est dangereux, il y a de l'humidité, il y a de la moisissure. Et le monsieur nous dit, oui, je sais bien, je vais refaire cette chambre. Mais il était omnibulé par sa cave, d'accord, où il voulait absolument aménager sa cave. Pour tout vous dire, il voulait mettre un billard dans cette cave, donc il voulait la rendre. Et mon collaborateur, il continue. Et il réinsiste à un moment donné sur la chambre de la petite. Et franchement, je vous l'avoue, moi, je ne voulais pas intervenir. Et là, à un moment donné, je dis, écoutez, madame, si on ne sort pas la petite de cette chambre, je quitte la maison. Je m'en vais. Vous ne vous rendez pas compte, d'accord, toutes les minutes qu'elle reste, toutes les heures qu'elle reste dans cette pièce, elle a 2 mois. Le risque, d'accord, que vous pouvez lui causer en ayant des problèmes respiratoires graves. Je vous la fais court, la dame se met à pleurer. Le monsieur, il me dit, non, monsieur, on l'enlève tout de suite. On prend le lit, même si on la réveille, on la sort, on la met dans votre chambre du fond, et vous ne la laissez pas dormir là, dans cette pièce. Il le fait, je pense presque qu'il le fait, je le sais maintenant, presque pour me faire plaisir. Mais voilà, on repart dans les discussions et rien à faire, d'accord. On n'arrive pas à le sensibiliser sur cette pièce, il est sur sa cave. La dame quitte quasiment l'entretien. Bon, et à la fin de cet entretien, il nous dit qu'il va réfléchir sur ses travaux. Moi, je monte dans la voiture avec mon collaborateur et je lui dis waouh, mais c'est quoi ce truc? Et il me dit, Gary, mais ça arrive tout le temps. Je dis, comment ça arrive tout le temps? Il me dit, les gens, ils sont conscients que l'humidité ou la pollution de l'air, c'est un problème, mais ils ne nous croient pas. Ce que vous avez fait, il dit, moi, je n'aurais pas osé le faire, je vous l'avoue, même si j'ai insisté sur la problématique, mais ils ne sont pas conscients. Et là, je me suis dit, devenant directeur général de la société, on ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Donc tout d'abord, c'était de créer un pôle d'engagement sociétal, d'accord, pour participer plus activement à la prévention des risques, justement, de l'habitat sur la santé. Alors au-delà de nos partenariats avec Santé Respiratoire France, qui était déjà un premier pas dans ce sens, j'ai voulu d'abord, maintenant quelques années après ce qui m'était arrivé, d'accord, voir si les choses avaient changé. Donc le Respilab de Santé Respiratoire France offrait un terrain d'enquête parfait pour savoir quelle perception les personnes ayant des maladies respiratoires aujourd'hui avaient comme sensibilité sur l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Alors avant de découvrir les résultats de cette enquête, je vais donner la parole au docteur Le Guillou. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci à Murprotect pour l'invitation pour introduire l'enquête sur la santé et l'habitation. Donc, pour commencer, Santé Respiratoire France, c'est une association loi 1901 qui rassemble des patients, des aidants, des professionnels de santé et qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie et les parcours des plus de 10 millions de personnes qui sont concernées par les maladies respiratoires. Et pour fonctionner, Santé Respiratoire France est dotée depuis 2018 d'un Respilab, c'est-à-dire c'est un Living Lab, ce qu'on appelle un laboratoire vivant en santé autonomie, qui est un espace en fait de co-construction d'idées, de savoirs, de solutions pour les usagers. Et donc les usagers, dans le cas présent, ce seront les patients. Et donc la vocation du Respilab, c'est d'informer pour améliorer les connaissances sur les maladies respiratoires, mais c'est aussi de prévenir, de sensibiliser, d'accompagner les patients et les proches aidants pour mieux gérer leur quotidien. C'est aussi innover pour trouver des solutions adaptées et pour le quotidien. Et enfin, d'alerter pour améliorer la prise en soin des pathologies respiratoires. Alors, dans ce Respilab, l'objectif avec Murprotect était bien évidemment, c'est la suivante,
créer, en fait, de co-créer en fait une enquête grâce au Respilab, parce que on sait que la santé environnementale est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde est sensibilisé pour la qualité de l'air extérieur, mais l'air intérieur est un déterminant de santé majeur. On passe plus de 80% de son temps à l'intérieur, que ce soit le domicile, que ce soit le lieu de travail, que ce soit le moyen de transport. Et il nous a paru important de pouvoir mesurer quelle était la perception des patients respiratoires vis-à-vis de cette qualité de l'air intérieur. La suivante, on a donc mené une enquête qui a été co-construite, comme on le fait systématiquement dans le Respilab, avec des personnes de Murprotect et des membres du Respilab de Santé Respiratoire France. C'est un web questionnaire qui a été créé, qui a été diffusé à l'ensemble des adhérents de Santé Respiratoire France, plus de 5000 adhérents et plus de 15 000 followers. Et il fallait à peu près 9 minutes pour répondre à l'enquête complète. Et on a pu analyser de façon globale plus de 310 questionnaires, 272 patients qui ont répondu au questionnaire et 38 proches aidants. Alors, l'âge est un petit peu différent. Les proches aidants sont plus jeunes. La moyenne d'âge des proches aidants est 52 ans et celle des patients est de 64 ans. On voit bien qu'il y a une représentation plus importante des femmes qui répondent au questionnaire, c'est 2/3, mais ça c'est classique dans toutes nos enquêtes que l'on fait. Les femmes sont beaucoup plus concernées par leur santé en général et sont aussi à la recherche de davantage d'informations pour améliorer leur qualité de vie. Donc ça, c'est un grand classique. Et puis, on a une répartition des pathologies respiratoires qui nous ont répondu, qui est à peu près classique de ce que l'on a aussi. Alors, on a beaucoup de BPCO, mais les BPCO, c'est 5 millions de personnes en France. Ensuite, les plus fréquents, c'est les asthmatiques, mais c'est 4 millions de personnes en France quand même. Puis, les apnées du sommeil, donc c'est 1,6 million de patients qui sont traités et 6 millions qui devraient l'être. Et ensuite, on a d'autres pathologies respiratoires, les cancers, les fibroses, les dilatations des bronches. Donc, on a une répartition à peu près classique des patients qui ont répondu au questionnaire. Avant que vous soit dévoilé l'ensemble des résultats de cette enquête, j'aimerais insister sur 3 points. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les pathologies respiratoires sont avant tout des pathologies environnementales et comportementales. Et d'ailleurs, l'OMS nous dit que l'environnement humide, le moisi, sont nuisibles à la santé respiratoire et peuvent aggraver l'asthme, les autres pathologies respiratoires. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que la qualité de l'air intérieur tue et est responsable de morts prématurées. La qualité de l'air global, c'est 40 à 48 000 morts prématurées en France tous les ans. Tous les ans. Donc quasiment la moitié à cause de la qualité de l'air intérieur. Donc là, on a vraiment un gros travail d'information et de modification de comportement à envisager vis-à-vis du citoyen. On est tous concernés, tous. Et donc ça, c'est extrêmement important, et c'est l'ADEME c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui nous le dit. Le troisième point extrêmement important, c'est qu'il faut bien que vous vous rendiez compte, tous ici présents, et que vous puissiez diffuser l'information, c'est que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Et donc ça, c'est l'ADEME, c'est-à-dire l'Agence de la transition écologique, qui nous le dit, et c'est extrêmement important de pouvoir transmettre et véhiculer ces messages forts. Voilà, c'est les points importants que je voulais vous parler, et puis je vais laisser la parole pour l'enquête. Merci, docteur. Donc effectivement, les chiffres que vous venez de donner, 28 000 nouveaux malades chaque année, 20 000 morts par an dus à la pollution de l'air intérieur, c'est 6 fois plus que les accidents sur la route. C'est des chiffres effrayants. Mais c'est des chiffres, effectivement, où nous, quand on le dit aux gens, on ne nous prend pas au sérieux.
Parce que quand on parle de ça, d'accord, quand on rencontre quelqu'un, il nous dit, monsieur Ordener, arrêtez, si c'était vrai, ça se saurait. Je vous avoue, j'ai même rencontré des journalistes avec qui je discutais de ça et j'avais la même réponse. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Comme le dit le docteur Le Guillou, on espère que grâce à vous, les gens vont être au courant parce que c'est une vraie réalité, quoi. On agit en fait sur un vrai problème de santé publique. Alors je vais passer maintenant la parole à Édouard et à Bruno qui vont nous montrer justement les résultats de cette enquête. Bonjour à tous. Merci Gary, merci docteur Le Guillou pour cette introduction. Alors, la première thématique abordée dans cette enquête traite de la perception que peuvent avoir donc des personnes atteintes de maladies respiratoires, justement de la qualité de l'air intérieur. Et donc, rapidement, on se rend compte que 97% des personnes qui ont été interrogées sont conscientes que la qualité de l'air intérieur peut avoir un impact sur l'état de santé respiratoire, soit pratiquement la totalité des personnes qui ont été interrogées. Il y a donc un vrai niveau de conscience quant au fait que la qualité de l'air intérieur joue un rôle important dans la vie de tous les jours. La question qu'on s'est ensuite posée, c'est sont-ils inquiets? Est-ce que la qualité de l'air intérieur est un sujet qui les préoccupe? Et donc la réponse est oui, à 86%, ils se disent préoccupés par la qualité de l'air intérieur. Alors pour certains, c'est un peu, notamment pour 36%. Pour 50% d'entre eux, c'est beaucoup. Et ce qui peut paraître inquiétant, c'est que pour 14% des personnes interrogées aujourd'hui, la qualité de l'air n'est pas un sujet qui les préoccupe. Or, il faut bien insister sur un point, c'est qu'on a interrogé des personnes qui sont malades respiratoires. Donc ça peut paraître préoccupant à un moment donné que l'on ait ce type de réponse de leur part. Donc à ce stade, on a bien des personnes conscientes qu'à un moment donné, la qualité de l'air peut avoir un impact sur la santé. On a des personnes qui se disent préoccupées. Et donc naturellement, la question qu'on s'est ensuite posée, c'est sont-ils concernés personnellement? Et donc voilà la question qui leur a été administrée à ce stade. Comparativement à la qualité de l'air extérieur, comment jugeriez-vous la qualité de l'air à l'intérieur de votre logement? Et donc, voilà le premier chiffre qui peut paraître inquiétant, puisque 29% des répondants savent que la qualité de l'air est moins bonne chez elles. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que 71% des personnes ne savent pas à un moment donné que la qualité de l'air intérieur est plus nocive que la qualité de l'air extérieur. Or, et comme l'a souligné le docteur Le Guillou, selon l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'extérieur. Ça, c'est malheureusement une donnée que les gens n'ont pas. C'est une donnée que les gens n'ont pas, et même les personnes atteintes de maladies respiratoires, malheureusement, n'ont pas cette information-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ils sont 71% à ne pas se sentir concernés, et donc à ne pas savoir que l'air intérieur est plus nocif que l'air extérieur. Et il y a notamment de nombreuses études qui ont été relayées ces derniers temps concernant ces chiffres-là. Et si je peux me permettre, en fait, c'est quelque chose qu'on constate vraiment au quotidien quand on va chez les gens, puisque comme Murprotec, en fait, on va chez les gens voir un petit peu ce qui se passe. Et pour eux, la pollution, c'est dehors, et donc il faut absolument fermer les fenêtres pour se protéger de la pollution. Et on en a beaucoup discuté. En fait, on se rend compte que la perception du logement, c'est un lieu où on est en sécurité. On a l'impression que c'est chez nous qu'on sera le plus en sécurité, et finalement, par rapport à l'air intérieur, c'est là qu'on se retrouve le plus exposé. En effet. Donc, au regard de cette première thématique aujourd'hui, on a bien des personnes qui sont conscientes à 97%. On a bien des personnes qui sont préoccupées par le sujet de la qualité de l'air intérieur, puisqu'ils sont 86% à s'en dire préoccupés. Mais malheureusement, on a 71% des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas cette donnée, que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Et comme l'a souligné donc justement Bruno, on peut mettre ces résultats en parallèle avec le fait que s'il y a bien un endroit où on se sent en sécurité, en effet, c'est la maison. On parle de safe place aujourd'hui. Donc c'est contre-intuitif de penser qu'à un moment donné, le danger puisse venir de l'intérieur. Et en plus de ça, on parle de menaces invisibles. Donc il y a une vraie nécessité aujourd'hui à changer ces mentalités-là, à changer ces idées perçues, car la dure réalité, c'est que 60% des logements en France sont touchés par des problèmes de qualité de l'air intérieur. Et c'est l'OQEI qui le dit, ça. La deuxième thématique que l'on a souhaité aborder dans cette enquête est le lien entre humidité
qualité de l'air et santé. Et je vais laisser la parole à Bruno, justement, qui pourra nous en dire un peu plus sur ces deux notions d'humidité et de qualité de l'air. Oui, en fait, c'est pas forcément intuitif de se dire que l'humidité va avoir des conséquences sur la santé. Habituellement, c'est plutôt considéré comme un problème de confort. Quand il y a de l'humidité chez soi, on ne se sent pas bien. Mais voilà, il y a des odeurs, etc. Mais on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir sur la santé. Et moi, j'ai un exemple très simple qui va vous parler à tous par rapport à ce problème-là. C'est qu'on sait tous que l'eau, c'est la vie. Là-dessus, on est tous d'accord. Et quand l'eau elle est dans l'air, c'est aussi la vie microbiologique, la vie des pathogènes qu'on peut avoir, que ce soit ce qu'on appelle les polluants biologiques, les virus, les bactéries et les moisissures. Et c'est là qu'on entre en jeu en fait ces questions d'impact sur la santé et en particulier la santé respiratoire, puisque les voies respiratoires sont notre principale interface de contact avec l'environnement, avec l'air. Donc en fait, ce qu'il y a dans l'air se retrouve dans nos poumons, et s'il y a de l'humidité, on a forcément des moisissures. Et là, voilà, les conséquences peuvent être nombreuses, comme on l'a vu. Donc voilà, pour cette deuxième thématique, on a souhaité voir quelle était la perception des malades respiratoires justement sur le sujet. Et donc, nous leur avons posé la question suivante. Avez-vous déjà habité dans un logement présentant des traces similaires à celles que vous voyez ci-dessous? Et un chiffre qui confirme encore une fois le lien entre humidité et santé, puisque 43% des malades respiratoires déclarent avoir déjà habité dans un logement présentant des traces d'humidité. En plus de ça, on a administré, si vous voulez, la question avec des photos pour qu'il n'y ait aucun doute quant à l'identification. Et ce chiffre est à rapprocher à cet autre chiffre donc communiqué par l'INSEE, donc un chiffre officiel, à savoir que 20,6% des logements en France présentent des signes visibles d'humidité. On a donc bien une surreprésentation chez les malades respiratoires de problèmes d'humidité, ce qui démontre encore une fois bien le lien entre humidité et santé, le lien entre l'humidité qui favorise justement l'apparition de problèmes respiratoires. Et ce qui revient notamment le plus souvent dans les réponses des malades respiratoires, ce sont notamment les moisissures. C'est là où ils déclarent avoir été le plus en contact, c'est les moisissures. Tout à fait, et on voit bien que c'est pas un hasard. Hein, si on a 2 fois plus de répondants qui disent avoir des problèmes d'humidité dans cette enquête que dans la population générale, dans le chiffre de l'INSEE, c'est parce qu'en fait, il y a un lien très direct entre ces problèmes d'humidité et l'état de santé, de la même façon que quand Murprotec est appelé pour des problèmes d'humidité, il tombe souvent sur des gens malades, et moi, quand je suis appelé pour des gens malades, je tombe souvent sur des problèmes d'humidité, en fait. Et voilà, là, le dernier exemple que j'ai en date, c'était la semaine dernière. On m'appelle pour un problème chez un enfant de 6 ans qui a des problèmes respiratoires, qui a déjà un profil asthmatique et qui commence à faire des apnées du sommeil. Et je rentre dans la maison, j'ai l'impression que tout va bien, et puis finalement je me rends compte que la VMC ne fonctionne pas et qu'il a de l'humidité dans sa chambre, et donc c'est pas un hasard, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on constate quasiment systématiquement. Ouais. Et pour justement, donc dans la continuité, et pour vérifier aujourd'hui si les personnes interrogées savent de quoi elles parlent, vérifier notamment leur capacité à déceler des problèmes d'humidité, donc nous leur avons demandé quels étaient les signaux d'alerte d'humidité selon eux dans un logement. Et 87% d'entre eux, 87% des personnes interrogées répondent correctement. Ils citent en moyenne 2,6 bonnes réponses sur 3. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème à déceler de l'humidité. Ils savent vraiment de quoi ils parlent, et dès qu'ils ont affaire à justement des taches, de la condensation ou des odeurs persistantes, ils savent l'associer à un moment donné à de l'humidité. Et enfin, quand on leur demande si l'humidité dans un logement est synonyme de pollution de l'air, eh bien, encore une fois, ils sont 82% à répondre oui. Il y a donc une vraie conscience, justement, de la part des malades respiratoires quant au fait que l'humidité est synonyme, à un moment donné, de polluant de l'air intérieur. Ils savent à la fois l'identifier et ils savent l'associer, justement, à un polluant de l'air intérieur. Donc, à ce stade de l'enquête, on observe bien le fait que les personnes interrogées sont directement concernées par les problèmes d'humidité, puisqu'ils sont 43% à avoir vécu à un moment donné dans un logement présentant des signes inquiétants d'humidité.
Ils montrent d'ailleurs un certain niveau de conscience, puisqu'ils sont 82% à avoir une bonne analyse, en tout cas, de l'humidité et de ses ravages. Mais pour recoller à ce premier chiffre qu'on a vu dans la première thématique, il reste malheureusement 71% à ne pas savoir que l'air intérieur est plus nocif que l'air extérieur. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Exactement, parce qu'on voit bien que règne une énorme confusion, si vous voulez, par rapport à cela. Et c'est principalement dû au fait qu'en effet, ils n'ont pas cette information, ils sont ignorants parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'information. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas cette information que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Et donc, plutôt que de vous lire des verbatims qui auraient été récoltés à ce stade de l'enquête, je vous propose d'écouter le témoignage de Marine, qui va justement vous parler de son histoire, vous parler de cette menace invisible. Bonjour à tous, merci au programme Maison Scène de parler de ce sujet qui est primordial. Alors moi, mon histoire, je suis Marine, je suis tombée malade en 2020. On a pensé tout simplement à une grippe. Puis en fait, moi je voyais bien que mon état ne s'améliorait pas du tout. Et donc on a fait beaucoup d'examens, des radios, des scanners, des prises de sang. Puis à un moment donné, on a fait une biopsie chirurgicale pulmonaire, où là, le diagnostic est tombé, une pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement. À ce moment-là, mon pneumologue, il me demande de vérifier chez moi si j'ai pas de la moisissure. Je lui dis, bah non, j'ai pas de moisissure chez moi, je l'aurais vu. Il me dit, rentre chez toi, Marine, et vérifie ton logement. Tout de suite, je pense à ma tête de lit, et je la soulève, et là, je vois que le mur est rempli de taches, de coulures, de petites mousses, enfin vraiment de la moisissure derrière la tête de lit. Et là, je me dis, waouh. Donc j'appelle mon pneumologue, je lui confirme, et il me dit, Marine, il faut tout de suite sortir de cette chambre, même de cette maison, parce que c'est une question de vie ou de mort. Dans ma tête, je me dis, il abuse peut-être un peu. Et j'ai le réflexe d'aller voir sur le mur extérieur, parce que ma chambre a donné sur un mur extérieur. Et là, je vois que finalement, il y a une grande fissure, et je comprends tout de suite que l'eau, elle rentre par cette fissure, et en fait, c'est ce qui crée cette moisissure. J'ai été prise en charge rapidement, je trouve, mais malheureusement, mon état de santé s'est rapidement dégradé. On a essayé beaucoup de traitements, mais à la pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement, due à la moisissure, du coup, il s'est rajouté une fibrose pulmonaire. Et donc, en 2 ans, mes poumons sont morts. Et j'ai dû avoir une transplantation des poumons en super urgence. Donc je peux vous confirmer que la moisissure, l'environnement intérieur, ça tue. Et j'aimerais que tout le monde en prenne conscience parce que je ne suis pas la seule. J'ai également une amie, et j'habitais dans un HLM, et j'ai également une amie qui a eu exactement la même pathologie que moi. Malheureusement pour elle, elle est décédée aujourd'hui, et elle avait que 30 ans, et elle était maman de 2 enfants. Donc il faut vraiment avoir conscience et faire passer le message pour qu'on essaye que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Voilà. Merci à vous. Merci Marine, merci pour ce témoignage poignant. Voilà, c'est principalement pour éviter ce genre de situation qu'a vécu Marine qu'on est là aujourd'hui, pour justement faire savoir. On arrive donc à la dernière thématique abordée dans cette enquête, qui est le niveau de connaissance et les sources d'informations liées à la qualité de l'air intérieur. Donc on peut forcément se poser des questions quand on observe le fait qu'ils sont qu'aujourd'hui 29% à savoir que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et donc une donnée qui confirme sûrement beaucoup de choses, puisque 95% des malades respiratoires n'ont jamais fait réaliser aucun diagnostic de la qualité de l'air au sein de leur logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun niveau de connaissance quant aux polluants, quant au niveau de pollution de leur air intérieur. Et pourtant, encore une fois, ce sont, pour la quasi-totalité aujourd'hui des répondants, des malades respiratoires, c'est-à-dire des gens qui sont censés être sensibles à ce qu'ils respirent. Ils sont censés montrer une double sensibilité. Mais ils n'ont jamais réalisé, pour 95% d'entre eux, soit quasiment la totalité, de diagnostics justement liés à la qualité de l'air intérieur.
Donc il y a deux hypothèses à ce stade, hein. C'est soit ils ne savent pas que de tels diagnostics existent, soit en effet, et comme l'évoquait Bruno, ils se sentent totalement en sécurité chez eux, et pour eux le principal danger vient de l'extérieur. Et donc ça rejoint, hein, encore une fois, ce chiffre, hein, c'est 71% qui ne savent pas que la qualité de l'air intérieur est plus nocif. Oui, alors moi pour illustrer ça, j'ai fait un petit calcul qui va donner un petit peu les ordres de grandeur sur ce sujet des diagnostics des logements. Au niveau des conseillers médicaux en environnement intérieur, on fait à peu près 3000 visites de logements par an sur la France. Sachant qu'il y a 30 millions de ménages et donc à peu près 20% où il y a des problèmes d'humidité, ce qui fait 6 millions, si on simplifie les choses, 6 millions de ménages qui ont des problèmes d'humidité. On fait 3000 visites par an. Si on veut tous les faire, il nous faut 2000 ans. Voilà, ça donne un petit peu la tendance actuelle. Donc, on voit bien que Murprotec déjà en fait 10 fois plus. Donc, c'est quand même assez pertinent de travailler ensemble sur ces sujets-là. Et oui, et malheureusement, on tourne en rond parce que, encore une fois, hein, 71% des gens ne savent pas que la qualité de l'air intérieur est nocive. Donc, ils ne demandent pas forcément de diagnostic. Et puisqu'ils ne demandent pas de diagnostic, à un moment donné, ils n'ont pas l'information. On est sur un cercle vertueux aujourd'hui. Malheureusement, on tourne en rond. Et malheureusement, l'information ne leur parvient pas. Et donc, quand on creuse aujourd'hui cette problématique de la connaissance, on observe que 40% des répondants, soit presque la moitié, se disent peu ou pas informés de l'impact de l'air intérieur sur la santé. Donc, ce qui peut justement venir expliquer à un moment donné le fait qu'on ait 95% des gens qui ne demandent pas de diagnostic. Ils sont mal informés, donc ils sont ignorants. On le voit, hein, ils ne sont que 16% aujourd'hui. Hein, ils sont que 16% à se dire très bien informés sur le sujet. Et encore une fois, ce sont pourtant des personnes qui doivent être sensibles, mais ils ne sont que 16% à se dire très bien informés. Oui, parce que c'est quelque chose qui est souvent mis de côté parce que c'est invisible, tout simplement. Quand on compare à d'autres sujets, on se rend compte que la qualité de l'air, c'est invisible. Donc, comme on ne le voit pas, on considère que ça n'existe pas. Et finalement, il y a assez peu de travaux qui sont menés là-dessus. Donc, chaque publication en fait, est assez précieuse sur ce sujet-là. Et la connaissance évolue au fil des études et surtout de leur diffusion auprès du grand public. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire, surtout diffuser ces résultats et ces informations auprès du grand public. Et voilà, on peut parler de l'exemple des acariens, les acariens qui constituent la première cause d'allergie, et notamment pour les enfants asthmatiques. Il y a pas mal de choses qui sont faites sur les acariens, et quand un enfant est diagnostiqué asthmatique, allergique aux acariens, à ce moment-là, on a beaucoup d'informations à lui transmettre. Sur les moisissures, on n'a pas toutes ces informations-là disponibles, en fait. Donc, c'est là-dessus qu'il faut progresser. Oui, et quand on fait le lien, justement, avec les actions à mettre en place, si vous voulez, les solutions pour améliorer la qualité de l'air d'un logement, on voit bien que c'est la confusion, puisqu'aujourd'hui, 41% des répondants restent confus quand il s'agit d'identifier les solutions efficaces. Et on retrouve notamment 23% aujourd'hui des personnes interrogées, des malades respiratoires, qui estiment qu'acheter des plantes purifiantes permettrait à un moment donné de justement améliorer la qualité de l'air intérieur des logements. Sauf qu'encore une fois, hein, Bruno vous le confirmera, aucun test scientifique n'a été mené aujourd'hui et permet justement de dire que acheter des plantes permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur d'un logement. Non, au contraire, et surtout pas chez des personnes qui sont sensibles. Nous, on déconseille d'avoir des plantes chez soi par rapport aux problèmes d'humidité que ça peut apporter et les moisissures qui peuvent être présentes dans la terre. Mmh. Tout comme acheter un petit appareil, puisqu'on voit bien que ça fait partie des réponses qui étaient proposées, acheter un petit appareil électrique qui filtre l'air. On voit qu'il y a récemment une étude de l'ADEME qui a été publiée justement et qui conclut que les performances d'épuration d'air mesurées sont plutôt décevantes. Aucune des technologies embarquées dans ces produits ne permet de présager de leur bonne performance. En fait, on a affaire à des appareils qui sont limités et on ne peut pas parler d'efficacité lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité de l'air intérieur d'un logement. Alors, il y a tout de même...
Pardon. Oui. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qui est important surtout, c'est de comprendre pourquoi on l'utilise. C'est qu'avant toute chose, avant d'utiliser un purificateur d'air, il faut savoir pourquoi on l'utilise et quel modèle choisir en fonction du problème qu'on a. Donc il faut un diagnostic. Exactement. Ça va dépendre du volume et du type de polluant. Voilà. Ok. Alors il y a tout de même une bonne nouvelle aujourd'hui dans ces chiffres qui vous sont proposés, c'est le fait que 93% aujourd'hui des personnes interrogées voient le fait d'aérer quotidiennement un logement comme ouvrir les fenêtres, hein, et notamment comme un geste qui permettrait d'améliorer la qualité de l'air d'un logement. Et c'est une bonne nouvelle puisque c'est une bonne réponse en tout cas et qui s'est acquis pour 93% d'entre eux. Je pense que le message qui a été diffusé notamment en période de Covid, que ce soit à la télé ou relayé dans les grands médias aujourd'hui, est plutôt bien intégré par tout le monde et est devenu un bon réflexe en tout cas. Donc il y a bien cette perception qu'il se dit un peu tout et n'importe quoi. Les gens sont partagés entre les good news, les fake news. Et leur premier réflexe aujourd'hui, quand on leur demande justement comment aimeriez-vous être informés sur le sujet, est qu'ils souhaitent des sources fiables. Ils souhaitent notamment de l'information fiable et des sources fiables, notamment en provenance d'experts, d'officiels de la santé, de l'État, de sites internet dédiés justement à ce genre d'informations. Ils veulent de l'information fiable et naturellement, pour 98% aujourd'hui, il y a une attente vis-à-vis des professionnels de la santé. Et en termes de médias, on voit qu'il y a une attente auprès de la presse, la radio, la télé, à savoir les grands médias en général, puisqu'il y a près d'une personne sur deux qui réclame de l'information par ce biais. Donc aujourd'hui, on peut le dire, les médias ont un rôle crucial à jouer lorsqu'il s'agit de délivrer les bons messages. Oui, tout à fait. Et par rapport aux professionnels de santé que je connais bien, et on en a quelques-uns dans la salle, en fait, il y a un manque de formation qui est évident, qui est avéré. Justement, moi, je participe aussi à des congrès médicaux pour faire évoluer ça. Mais on a besoin d'aller beaucoup plus vite et d'informer à beaucoup plus grande échelle. Et il n'y a que les médias en fait, qui peuvent nous aider là-dessus. Donc cette thématique de la connaissance et notamment de l'information, eh bien, nous oriente largement sur le fait que les gens, en général, se sentent mal informés, notamment pour 40% d'entre eux. Et lorsqu'il s'agit d'identifier des solutions qui permettraient d'améliorer la qualité de l'air intérieur, eh bien, on voit bien que c'est très confus. Pour presque une personne sur deux, c'est confus. Et donc, naturellement, la solution de diagnostic n'apparaît absolument pas comme une évidence pour 95% d'entre eux, puisqu'ils n'en ont jamais réalisé. Ils n'ont jamais fait d'analyse de la qualité de l'air intérieur de leur logement. Voilà, donc on arrive à la synthèse aujourd'hui de cette enquête. Donc on a vu que sur une population de malades respiratoires, il y a bien un niveau de conscience, hein, puisque 97% d'entre eux considèrent que la qualité de l'air intérieur peut avoir un impact sur leur état de santé, que c'est un sujet qui les préoccupe, parce que 86% en effet s'en inquiètent, mais qu'ils sont 71% ignorants. Ignorants quant au fait que le danger se trouve à l'intérieur. Et ce, même si ils ont vécu, pour 43% d'entre eux, dans un logement présentant des signes d'humidité. Mais surtout, et ça sera la conclusion justement de cette enquête, ils sont totalement perdus. Ils ne sont que 16% aujourd'hui à s'estimer très bien informés sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Et l'identification aujourd'hui de solutions d'amélioration est très confuse pour près d'une personne sur deux, soit 40% d'entre eux. Tant qu'ils n'auront pas de l'information fiable, ils resteront perdus et ils continueront notamment à mettre en danger leur santé. Et donc, on va le voir à travers les attentes et notamment les besoins qui peuvent exprimer. On va le voir à travers quelques verbatims qui ont été récoltés en fin d'enquête. Vous allez voir qu'il y a ce besoin justement de disposer de la bonne information et d'être sensibilisé justement aux risques. Alors voilà, on a une personne qui nous a fait part du fait qu'il est important de sensibiliser sur ce sujet la population générale qui, en plus de prendre soin de leur santé, prendra également soin de son logement en aérant régulièrement. Avant de recevoir vos messages, je n'étais pas du tout sensibilisé aux risques respiratoires liés à l'humidité dans les logements. Je considérais uniquement les produits chimiques, les fumées et la pollution extérieure comme source de risques pour la santé respiratoire. Former les médecins aux maladies environnementales. On ne parle pas assez de l'air intérieur et de sa qualité. On devrait nous informer plus des risques pour notre santé.
C'est un sujet qui devrait être abordé par les médias de l'audiovisuel, entre 2 séries de pubs, tellement important pour nous et malheureusement si peu pour eux. Pourquoi ne pas faire passer un message par le biais d'une publicité, par exemple, afin de prévenir sur les méfaits néfastes de la pollution de l'air intérieur des logements? Et enfin, pour les proches aidants d'un enfant sujet à l'asthme, nous sommes toujours à la recherche d'informations. Donc on voit bien qu'il y a une piste concrète d'action qui est révélée justement par le biais de cette enquête, qui est le fait de communiquer via la mise en place de campagnes d'information et de sensibilisation, et ce en direction de tous les publics. Les personnes insuffisantes respiratoires et leurs aidants, pour qu'ils puissent adopter les bonnes pratiques, les professionnels de santé, pour qu'ils deviennent de vrais relais d'information fiables, et l'ensemble de la population, pour prévenir et éviter l'entrée dans la pathologie. Voilà, je vais repasser la main donc à Gary Ordonner pour justement cette conclusion. Alors, on voit bien, d'accord, quelques années après la petite histoire que je vous ai racontée, qui m'est arrivée en clientèle, où je suis convaincu que le papa de cette petite fille ne croyait pas, n'était pas conscient, d'accord, des risques. Et j'ai appris qu'après, il a juste retapissé sa chambre, il a remis un coup de peinture, mais forcément, ça allait revenir. Et ça, c'est terrible, parce que quand on entend l'histoire de Marine, c'est toujours pareil, tant que ça ne nous arrive pas, tant que ce n'est pas à quelqu'un de proche, ben voilà, on a cette vraie difficulté de dire aux gens... franchement, quand on voit des bébés qui sont dans des pièces comme ça, on dit vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. C'est pas juste sale, c'est pas juste ça sent mauvais, c'est dangereux. Et ça, vraiment, les gens ne savent pas que c'est dangereux. Ils pensent qu'on prend un peu de vinaigre blanc ou ce que vous voulez, on nettoie un peu dessus et ça repart. Il n'y a rien qui repart. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc l'étude, d'accord, quelques années après, montre bien que les personnes sont conscientes, d'accord, des problèmes ou des problématiques, mais n'ont pas de connaissances sur le sujet. Donc chez Murprotec, on a une devise qui dit « Ne restez pas sans savoir ». Eh bien, nous, on s'est dit, d'accord, on ne peut pas rester sans agir. Il fallait absolument, d'accord, qu'on puisse faire quelque chose. Et la première action concrète, c'était d'apporter des réponses aux attentes évoquées par l'enquête. Et c'est pour ça qu'on a décidé, chez Murprotec, de créer le programme Maison Saine. Et c'est ce programme, je vais donner la parole à Pascal Brunon, qui va vous le présenter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. En préambule, je voudrais repartir d'une histoire que vous connaissez certainement, mais c'est bon de se la rappeler. Le petit colibri, durant l'incendie, qui croise tous les animaux de la forêt qui vont se planquer et qui s'en vont, et qui demande au petit colibri qui part dans l'autre sens, disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le petit colibri dit « Moi, je vais essayer d'éteindre l'incendie, j'ai pris une goutte d'eau, et je porte ma goutte d'eau. » Et tous les animaux lui disent « T'es fou, ça sert à rien, pars, viens avec nous, pars. » Et le petit colibri dit « Oui, moi je fais ma part. » Donc on cherche tous, enfin on est ici une quinzaine, il y a les gens qui nous regardent via YouTube, on est peut-être des petits colibris, nous sommes nous-mêmes certainement un petit colibri, mais on a tous décidé de faire notre part. Faire notre part pour Murprotec, c'est aussi un petit colibri, mais qui a un levier assez important. Comme disait Archimède, donnez-moi un levier et je pourrai soulever le monde. Nous, on a un levier qui permet peut-être de faire changer les choses. C'est que nous visitons 30 000 ménages tous les ans. Dans le cadre de nos diagnostics, ce sont 30 000 rendez-vous face à face que nous pouvons administrer et durant lesquels on peut donner de l'information. Ouais, tiens, appuie, ce sera peut-être mieux que là. Et une deuxième fois, ce sera parfait, à mon avis. Voilà. Voilà. C'est ces 30 000 diagnostics qui nous permettent d'avoir un levier d'action et peut-être d'être plus efficace que juste le petit colibri portant une goutte d'eau. Donc c'est à partir de là que nous avons décidé, et avec l'aide de nos partenaires aussi, c'est-à-dire que le renfort, c'est aussi Santé Respiratoire France, merci docteur Le Guillou, de porter cette parole. Comme disait une dame dans les verbatims, il y a une dame qui dit heureusement que vous nous informez, parce qu'avant j'étais pas consciente, mais depuis je sais. Voilà. Donc c'est ce premier constat qui nous fait agir et qui nous a fait monter ce pôle d'engagement sociétal, voilà, dont Édouard est responsable aujourd'hui au sein de Murprotec, de manière à agir au-delà de ce qu'on peut faire nous, dans le cadre de nos diagnostics, mais d'agir véritablement sur l'information.
Cette première mission, c'est la création du programme Maison Saine. Comme l'a dit Gary, on ne peut pas rester sans agir. La première action, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. Eh ben, on peut participer à l'effort d'information parce qu'on voit 30 000 ménages, donc en gros 50 000 personnes par an. Et qu'à ces 50 000 personnes-là, on peut déjà porter une parole pour expliquer et faire que plus personne ne dise jamais ce qu'on a lu inlassablement, à 71%, je ne sais pas que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Voire même, je pense que chez moi, je suis en sécurité. Il y a de nombreuses études, il y a une étude récente menée par le cabinet Elab, qui montre aussi que 90% des Français, au sens large, pas des gens malades, des Français, pensent que oui, ça peut avoir un impact. Et il y a 52% des gens qui sont très étonnés quand on leur dit « mais vous savez que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur ». Il y a plus de la moitié des Français qui sont complètement étonnés. Et 75% qui disent « mais moi je pensais que l'air intérieur chez moi, ça va ». La pollution, on entend à l'extérieur. Les pics de pollution, les alertes pollution, elles sont sur la pollution environnementale. Elles ne sont jamais sur la pollution intérieure. Personne n'a jamais dit « attention, chez vous, il peut y avoir un pic de pollution ». Voilà, donc c'est cette information-là. Notre mission, c'est prévenir. Prévenir, il y a deux sens. Voilà, c'est empêcher qu'un mal arrive. Voilà, la prévention des maladies. Voilà, et c'est aussi informer, avertir. Ce sera là, en un seul mot, on a presque à la fois l'objectif et le mode d'action. Voilà. L'objectif, c'est de prévenir que ça n'arrive plus, qu'on empêche vraiment ces maladies. Enfin, chaque fois que j'entends le témoignage de Marine, j'ai du mal. À chaque fois, je me dis, mais 20 000 morts, honnêtement, ça fout les jetons. Ça fait peur, 20 000 morts. Mais un décès, quand Marine dit, j'ai une amie, voilà, elle est décédée, un décès, ça fait mal. Ça fait plus que peur. Et c'est vraiment cet élément. Enfin, quand Gary nous donne la ligne directrice en disant, voilà, moi je veux qu'on monte un pôle sociétal parce que je veux plus vivre ce que j'ai vécu en disant, je parte chez les gens, je leur dis au revoir et bonne journée, et je sais ce qui va se passer. Voilà, il nous confie cette mission de dire, il faut informer les gens. Donc c'est cette mission de prévention. On ne peut pas la porter seule, cette mission de prévention. Il faut qu'on ait à la fois un garant de l'utilité de l'information. Voilà. Est-ce que c'est utile aux gens qui sont les plus concernés? C'est ceux qui pourraient tomber malades. Moi, j'adorerais pouvoir savoir qui va tomber malade demain. Et pour aller voir ces gens-là pour dire, attention, c'est vous qui devrez faire, on ne sait pas. Voilà. Donc, mais la question, c'est, et Marine va être justement notre garant là-dessus, c'est de nous dire, toutes les informations que vous donnez, est-ce qu'elles m'auraient été utiles? Est-ce que c'est ça dont j'aurais eu besoin avant? Et puis on a un garant du domaine scientifique. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? Voilà, je crois que vous avez vu que Bruno maîtrise un peu le sujet. Il a quand même participé à écrire la qualité de l'air intérieur pour les nuls. Ça nous va bien. Nous, on est apprenants. On apprend tous les jours. Comme on le dit, on s'en rend compte. C'est exactement ce qu'a dit Bruno. Il dit, moi, quand je vais pour la santé, je trouve des moisissures. Nous, on y va pour l'humidité et les moisissures. Et on trouve un problème de santé. Et les deux sont intimement liés. Donc on a cette garantie que les contenus, si on est fabrique de contenu et diffuseur de contenu, il faut que ces contenus soient utiles et de qualité. Nos missions, elles sont triples. La première, c'est comprendre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Comprendre. Pourquoi? Parce que quand Gary part de son rendez-vous, quand il nous le raconte, il dit « Je suis parti, j'ai rien compris. Je parte chez la personne, j'étais persuadé que la personne allait dire « oui, c'est évident, bien sûr, je fais les travaux. » Et je pars et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, aujourd'hui, on comprend mieux. Voilà, il n'a pas fait le lien, comme tous les gens, parce que 71% ne savent pas que l'air est pollué et que voilà. C'est je ne sais pas. Donc quand je ne sais pas, je ne prends pas de décision. Savoir, c'est pouvoir. Pouvoir prendre une décision, c'est savoir de quoi je parle. Donc on a vraiment cet élément de compréhension, et là on va mener, c'est le partenariat avec le Respilab, Santé Respiratoire France, et d'autres demain, mener des partenariats avec des centres de recherche en France pour mieux comprendre le sujet et pouvoir en parler. Ensuite, comme on saura de quoi on parle, on va en parler, on va sensibiliser. Voilà, donc ça c'est être producteur de contenu, diffuseur de contenu, notamment à travers la chaîne YouTube, voilà, et puis tous les réseaux sociaux. Et puis les médias, on a vu que c'était une des premières sources demandées par les gens, 45 ou 50%, ils veulent que ce soit les grands médias qui en parlent. Bah oui, parce qu'il y a
il y a un côté officiel sur les grands médias. Les réseaux sociaux, on a toujours un doute, mais les grands médias sont importants. Et puis le dernier point, c'est agir. Voilà. Agir, d'abord, c'est aider Santé Respiratoire France, dont une des missions, c'est accompagner et aider les patients, faciliter l'accès aux soins, améliorer leur qualité de vie. Voilà, donc ces éléments-là, donc c'est à la fois comprendre, sensibiliser et puis agir. Nous allons produire des contenus réguliers. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On va produire du contenu. Voilà, vous allez retrouver des interventions de Bruno sur le sujet, différents sujets de problématiques traitées déjà, et puis on va les enrichir au fur et à mesure. Nous avons produit un magazine Maison Saine, vous le trouverez dans les tote bags qu'on vous remettra à la fin. Voilà, vous aurez le magazine Maison Saine qu'on va justement porter à nos 30 000 ménages. Et puis surtout l'idée, c'est que ces 30 000 ménages ne restent pas que 30 000 ménages. Et effectivement, pour rebondir sur l'image de Pascal, le petit colibri, nous on s'est dit, notre petit colibri à nous, c'est nos 30 000 rendez-vous de diagnostic qu'on réalise tous les ans, et utiliser ces diagnostics pour sensibiliser les gens et en créer des ambassadeurs pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça soit 80, 100 000 personnes qui relayent l'information. Parce qu'on sait que ces gens-là, s'ils font le lien entre la santé et l'habitat, ils en parleront autour d'eux, déjà à leurs proches, leurs familles, etc. Moi, c'est mon métier, donc forcément, dès que je suis dans une association ou à table, ou en famille, dès qu'il y a plus de 4-5 personnes et que vous parlez de pollution d'air ou d'humidité, vous avez toujours une personne qui vous dit « Putain, mais Gary, j'ai ça chez moi, ces tâches-là, etc. » On le voit systématiquement. Donc vraiment, notre rôle, c'est de se dire, profitons de ces 30 000 diagnostics qu'on fait chaque année pour créer ces ambassadeurs de Maison Saine, pour qu'ils fassent le lien entre la santé et le bâtiment, que ce soit d'ailleurs l'humidité ou la pollution de l'air intérieur. Ces personnes doivent devenir pour nous des vecteurs d'information le plus possible. Et c'est vrai, si j'ai un premier souhait, je vous remercie encore d'être présent ce matin avec nous, c'est qu'effectivement les médias, vous, soyez aussi nos premiers ambassadeurs pour relayer cette information et faire comprendre aux gens qu'on ne peut plus rester sans savoir. Je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. Je suis très heureux de vous voir ici avec moi ce matin et avec nous. Maintenant, effectivement, si vous avez des questions à nous poser, on est là pour y répondre avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas, il y a un micro si quelqu'un veut poser des questions. Qui c'est qui a un logement humide ? Ah voilà, on a déjà 2 diagnostics. Merci beaucoup, bonjour, pardon pour ce retard, mais je tenais beaucoup à être là. Solène Brugère, moi je suis avocate spécialisée dans la gestion des risques, mais aussi engagée pour la santé. J'ai d'ailleurs un DU de droit médical que j'ai fait à la fac de médecine. Tout ce qui favorise la qualité de vie tout au long de la vie. Alors je suis très engagée, et là, à 2 titres, ça me touche particulièrement parce qu'à titre personnel, j'ai eu Covid plus pneumopathie aiguë l'année dernière. Et ma gardienne m'a toujours dit « c'est humide chez toi, c'est humide ». Donc là, il y a eu des dégâts des eaux en plus. Donc j'ai une attestation de mon pneumologue qui me dit qu'il faut que je parte de ce logement. Néanmoins, je n'avais pas pris conscience quand même de l'ampleur, donc de la potentielle dangerosité pour ma santé. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que je suis en train de préparer un guide pour tous les sujets éthiques justement et qui touchent la qualité de vie tout au long de la vie pour les seniors et personnes fragilisées. Et je trouve que ça s'inscrit pas mal dans cette idée, comme on dit beaucoup, le maintien à domicile, c'est le premier vœu des personnes, des seniors. Mais est-ce qu'il y a déjà des diagnostics qui sont faits, par exemple, par des ergothérapeutes ? Est-ce qu'il y a des diagnostics qui pourraient être faits pour les seniors ? Parce que là, ça s'inscrirait parfaitement pour dire, OK, vous pouvez rester, vous n'êtes pas en danger chez vous, et pas susceptible peut-être, au contraire, de provoquer, si vous restez chez vous, des maladies que vous n'auriez pas ailleurs. Donc ça pourrait être intéressant, ça aussi, à porter dans la société. Oui, docteur, je ne sais pas si aujourd'hui, il existe des diagnostics réalisés comme ça, je ne pense pas. Nous, justement, les seuls diagnostics qu'on réalise, c'est ceux qu'on nous demande, mais spontanément, ça ne se fait pas. Mais Bruno doit être confronté parfois à ce genre de demande.
Oui, je suis confronté à ce genre de demande, mais c'est très compliqué de le généraliser. En fait, c'est surtout ça. On fait du cas par cas. À ma connaissance, la seule typologie de patients où on a un diagnostic systématique du logement, c'est justement pour les bilans pré-greffe. Voilà. Et dans ces cas-là, alors c'est pas toujours fait, mais normalement ça devrait être fait. On devrait à chaque fois regarder le logement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, parce que ça peut aussi causer des rejets. C'est vrai que c'est pas souvent réalisé parce que j'ai rencontré sur Paris un chirurgien en pneumologie qui me disait justement on fait des opérations qui sont très coûteuses, mais on s'en fout, le but c'est de sauver la personne. Mais une fois qu'on renvoie la personne chez elle, on ne sait pas du tout dans quel environnement elle va se retrouver. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est presque pire que le mal? Et c'est là qu'on devrait avoir obligatoirement une visite du logement avant de renvoyer la personne à la maison, parce que vous vous rendez compte, elle a été greffée, elle est forcément encore très sensible, même quand elle arrive chez elle, et personne ne va voir ce qui se passe à la maison. C'est incroyable. Si l'idée du jour, alors ça m'est venu ce matin là, en vous écoutant, mais c'est de faire un peu du lobbying, et je pense qu'il y a un vrai sujet, parce qu'effectivement l'habitat, tout ce qui est service à domicile ou hospitalisation à domicile, je pense que ça mériterait, j'adorerais ce genre de choses à apporter pour dire que même pour qu'une prise en charge éventuelle soit faite, compte tenu de l'enjeu de santé publique qu'il y a derrière, quoi. On peut en reparler, mais je trouve ça intéressant. Je vais vous répondre un tout petit peu aussi, madame. Moi, je suis Frédéric Le Guillou, je suis pneumologue. Et donc, on a l'habitude des pathologies respiratoires et l'environnement, ça fait partie de notre quotidien. Il y a deux choses extrêmement importantes sur lesquelles j'aimerais faire des précisions. D'une part, la population en général, le mot prévention, ça ne veut rien dire pour eux. Ils ne comprennent pas. Ils ne se sentent pas concernés par ça. Ça, c'est des choses que l'on a travaillé, nous, au sein de l'association Santé Respiratoire, avec des tables rondes, etc., pour d'autres thématiques que les moisissures, qui peuvent être la vaccination, etc. Ce qu'il faudrait changer dans le mode de communication et les médias, il ne faut pas parler de prévention, mais il faut parler de protection. Parce que là, ils se sentent concernés. Et donc, quand on s'adresse à des familles en leur disant « protégez vos enfants de l'environnement intérieur, etc. », là, ils se sentent concernés. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire, c'est par rapport à la visite à domicile de quelqu'un qui viendrait pour faire un diagnostic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on est locataire, quand quelqu'un vient à la maison pour faire un diagnostic, il faut l'accord du propriétaire. Et donc là, il y a quand même un frein énorme qui est mis en place, et souvent des bailleurs sociaux. Alors je vais vous mettre en contact, on va en discuter avec Enéal et tout pour porter ce sujet, parce que c'est pas possible que ce soit des freins, si ça peut vers un axe auquel personne n'avait pensé d'amélioration de la qualité de vie. Merci pour ces précisions. En tout cas, oui, c'est bien, est-ce que c'est le cas? Parce que nous aussi, on le voit, d'accord, hein, quand on a des locataires qui nous appellent, on n'a pas le droit d'aller leur faire un diagnostic si on n'a pas l'accord du propriétaire. Et parfois, ils nous rappellent, ils nous disent, mais venez quand même, des gens qui nous disent, s'il vous plaît, quoi. Venez voir ce qui se passe chez moi. Mais on dit, nous, on ne peut pas s'adresser à vous directement, quoi. C'est terrible. Oui, je voudrais juste rajouter sur cette notion de propriétaire, c'est que on va retomber sur la même problématique. C'est comme ils ne savent pas qu'ils sont ignorants, ils ne voient pas l'intérêt. Il y a vraiment des fausses idées à combattre. La première, c'est que la moisissure, ça vient de la saleté. Et que c'est quelqu'un qui tient pas son intérieur correctement. Or, je crois que tu peux confirmer, un appartement peut être, ou un logement peut être parfaitement propre et avoir une très mauvaise qualité de l'air intérieur. Les deux ne sont... Et j'ai presque même envie de dire, même des fois, on veut tellement bien faire pour la propreté qu'on a plus pollué l'air intérieur parce qu'on a utilisé des tas de produits ménagers pour nettoyer, voire de la javel pour bien désinfecter, et que tout ça, ça enrichit plutôt les polluants de l'air intérieur que ça les élimine. Et après, merci pour l'information, parce que c'est la première chose dont on va avoir besoin. Il y a des choses simples. C'est vrai que nous, on traite des problématiques d'humidité. Quand il y a un problème vraiment d'humidité complexe dans les murs ou d'humidité structurelle. Mais la chose la plus simple, et que ne font pas toujours les gens, aérer 10 minutes en ouvrant 2 fenêtres. Parce que sans courant d'air, ça ne fait pas circuler l'air. Donc les gens, ils ouvrent une fenêtre,
5 minutes, wow, c'est bon, ça va, et il referme. J'ai rien fait du tout. 10 minutes, 2 fenêtres opposées, oui, là, ça va être utile. C'est ce genre d'information toute simple, et c'est ça qu'on peut nous porter en disant, si je vois 30 000, donc 50 000 personnes, j'ai 50 000 personnes qui, au bout d'un moment, vont pouvoir dire aussi à 50 000 personnes que quand tu ouvres tes fenêtres, voilà. Et ici, par exemple, je ne le fais pas le matin, quand la circulation sont plein. Tu le fais à partir de 10 heures, si tu as la possibilité, ou plus tard le soir, mais voilà. Enfin, c'est tous ces éléments-là. Donc c'est vrai que s'il y a un guide, alléluia. Merci. J'aurais juste voulu une précision sur un chiffre qui est revenu très souvent sur cette aire intérieure plus polluée qu'à l'extérieur. Vous avez parlé de 5 à 9 fois et je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une quantité de polluants et de quels polluants on parle? Oui, je peux répondre. En fait, c'est une étude qui date de 2014, menée par l'OQAI, qui est devenu aujourd'hui l'OQEI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et repris par l'ANSES, qui a tout simplement mesuré une liste, je crois que c'est 26 polluants, dans les logements sur toute la France, en intérieur et en extérieur, et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait des concentrations totales beaucoup plus importantes dans les logements. Et globalement, les gens, comme on disait, ils confondent aérer et ventiler. D'accord. En général, nous, quand on les rencontre, tout le monde ouvre la fenêtre de la chambre le matin pour aérer sa pièce, d'accord. Mais on ne ventile pas sa pièce. Nous, on l'explique bien, il y a une vraie différence, parce qu'on peut pas le voir. Parfois, on leur disait, si on pouvait colorer, d'accord, cet air pollué, vous ne resterez pas dans la pièce. Et c'est vraiment la vraie... L'image qui est flagrante, c'est pareil entre un étang et une rivière. L'étang, c'est de l'eau stagnante, elle devient verte, elle se pollue naturellement, etc. Et un lac, d'accord, il est traversé par une rivière, et donc forcément, il est plus propre. Et nous aussi, ce qu'on leur dit, c'est en ouvrant 2 fenêtres au minimum, vous créez ce fameux courant d'air qui va renouveler votre air intérieur. Et la VMC, qui est quelque chose de très utile, d'accord, mais elle est ponctuelle, parce qu'elle est dans la salle de bain, dans les WC, dans la cuisine. Mais elle n'aère pas un logement, d'accord, qui fait 120 ou 130 mètres carrés. Et d'ailleurs, c'est pas là où on passe le plus de temps, c'est dans la chambre ou dans le salon. Et c'est souvent les pièces qui sont le moins aérées. Et souvent, même quand on laisse la porte de la chambre fermée et qu'on ouvre, à cette période-là, on va faire rentrer un volume d'air plus frais. À l'extérieur, il fait 8 degrés, dans la chambre 18. À l'intérieur de cette pièce, on ferme ses fenêtres bien isolées, on rajoute un effet de condensation. C'est le principe de la bouteille d'eau dans le frigo. Hein. Et ce nuage de condensation, en fait, il va se charger, de tout ce qui est présent, dans la maison. Et c'est ce qui crée les risques, de pollution d'air intérieur. Peut-être pour bien comprendre, prendre un exemple. Vous savez, autrefois, il y avait plein de fuites au niveau des fenêtres, ça fuyait de partout. Alors, pour des questions énergétiques, on a isolé les logements, ce qui fait qu'on est dans des logements qui ne respirent plus et qui stockent tous les polluants, qui n'arrivent pas à s'échapper. Le meilleur exemple, ça a été les bâtiments BBC qui ont été réalisés avec des simples ventilations monoflux. Et donc, on s'est aperçu qu'ils étaient hyper pollués à l'intérieur, bien plus que n'importe quel habitat qui a les fenêtres qui ne sont pas étanches, parce qu'ils stockaient tous les polluants qui ne pouvaient pas s'échapper. Et donc, la norme a changé pour les bâtiments BBC. Il y a une obligation maintenant d'avoir des ventilations double flux. Et donc, parce qu'ils étaient plus polluants, alors que normalement, ça devait être des habitats sains. Bonjour, je me permets de vous poser plusieurs questions. D'une part, comment se passe un diagnostic? Comment est-ce que vous faites? Quel est le coût d'un diagnostic pour un appartement entre, je ne sais pas, 80, 100 mètres carrés, ce genre de choses? Et alors actuellement, je me permets de vous dénoncer parce que c'est officiel, j'habite un groupe d'immeubles qui appartient à la Caisse des dépôts. Et je peux vous dire qu'il va y avoir un énorme scandale, pire que Orpea, parce que nous avons des problèmes de folie. Je suis à Neuilly, on est tout un groupe d'immeubles, et donc nous avons monté une nouvelle association, et là, il y a tout un tas de problèmes que vous venez de dénoncer. Les humidités, les problèmes, l'air qui passe à travers les fenêtres et tout ce genre de choses. Donc on se heurte à la Caisse des dépôts, donc, qui est un monument de l'État,
Mais ce n'est pas un problème parce qu'on ira jusqu'au bout. Et donc, on a énormément d'adhérents déjà, pratiquement 50% des gens adhèrent. Et tous les jours, on a des nouveaux, vous voyez, je viens de voir sur mon téléphone, il y a des nouveaux adhérents. Et donc là, comment est-ce que vous pourriez intervenir? Parce que Caisse des dépôts, c'est l'État. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas faire une intervention, mais je ne parle pas uniquement pour nous, hein, parce que c'est sur toute la France, c'est ESSET qui est le régisseur. Et donc, est-ce que vous pourriez intervenir au niveau d'un ministère, je ne sais pas lequel actuellement parce que c'est un peu confus, mais ministère de la Santé ou ministère de l'Environnement pour faire passer une information primordiale. Et je pense qu'aussi, il y aurait une information à mettre, à afficher au niveau des mairies, de toutes les mairies de France. Je partage totalement. Voilà. Alors, pour répondre à vos questions, tout d'abord, au niveau du diagnostic, donc la première chose, nous, le diagnostic, on en réalise, je vous dis, 30 000 par an. Ils ont une valeur de 350 €, mais ils sont offerts. C'est gratuit. Oui, vous avez vu, j'ai vu que tout le monde a levé la tête. Ça fait des années qu'on fait ça, d'accord, hein, dans tous les pays, d'ailleurs, est présent Murprotec, dans 9 pays en Europe. Le diagnostic, il est gratuit. C'est notre premier engagement sociétal. C'est l'investissement, ça représente quasiment 8 millions d'euros par an. Hein, si vous multipliez 25-30 000 diagnostics par 350. Donc ces diagnostics sont gratuits. Ils durent en moyenne 2 heures à 2 heures et demie. À la fin du diagnostic, on délivre un bilan du diagnostic complet, puisque même si la personne nous appelle pour sa cave, elle nous appelle pour une chambre ou autre chose, on fait un diagnostic total de la maison. On dit aux gens, profitez-en. C'est comme si vous allez chez le médecin. On fait un bilan général de toute la maison. Et on va regarder toutes les pathologies qui sont liées à l'humidité. Alors comment on fait? D'accord, on a des appareils, on a des outils pour mesurer, d'accord, la pollution, pour mesurer, d'accord, la présence de nitrate ou pas dans les murs, pour mesurer, d'accord, le taux d'humidité présent ou pas dans les murs, les infiltrations possibles dans les sols. Voilà, il y a, je vous dis, c'est un rendez-vous qui dure 2 heures à 2 heures et demie, qui est, on a d'ailleurs parfois il y a des personnes chez qui on est allé, des docteurs ou d'autres, pour qu'ils voient notre process, comment on fait, d'accord, pour délivrer ce diagnostic. Et suite à ce diagnostic, eh ben, la personne, elle réalise des travaux ou pas, d'accord, elle est sensible ou pas à ce qu'on lui dit, après elle fait son choix, d'accord. Mais ils sont offerts. Voilà. C'est pour ça que parfois les locataires, ils ne comprennent pas quand ils nous appellent en disant mais c'est gratuit, donc pourquoi le propriétaire dirait non? Pour rebondir sur ce que vous disiez. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Je sais bien. Ben... Ah ouais, j'imagine. Je pense qu'on n'aurait pas l'autorisation. Ouais. Donc, pour répondre à votre troisième question, comment faire dans ce cas-là, il faut faire ce que vous faites, il faut en parler, et après, il faudrait qu'on voit, on pourrait se voir comment on pourrait trouver une solution malgré tout pour réaliser un diagnostic, mais... Alors après, il y a quand même des solutions, même quand c'est un bailleur social ou si c'est l'État qui est propriétaire, etc. Parce qu'on a fait une table ronde avec Santé Respiratoire France justement sur cette problématique-là, avec une avocate qui était présente, donc qui nous a donné quand même quelques conseils. Donc à partir du moment où on est concerné, c'est premièrement faire appel à un commissaire de justice, c'est-à-dire un huissier, qui va pouvoir faire un constat, juste un constat. La première des étapes étant de dire que c'est bien le logement qui est responsable et non pas la personne par l'usage qu'elle fait du logement. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il faut saisir la justice et généralement, le juge tient vraiment compte de l'avis de l'expertise qui a été fournie par le commissaire de justice. Ça, c'est les premières étapes. Après, il y a d'autres, on peut aller en référé, etc., pour enjoindre le propriétaire, quel qu'il soit, à faire des travaux. Alors après, tout ça, ça prend du temps. Et le problème, c'est que la personne reste exposée pendant ce temps. Donc le temps judiciaire et le temps sanitaire n'est pas du tout le même. Et c'est toute la problématique. Et ça peut prendre 6, 10, 18 mois pour pouvoir avancer d'un point de vue juridique. Mais peut-être que madame qui est juste devant vous, qui connaît bien les dossiers, peut vous en dire plus. J'ai eu des dossiers comme ça, les locataires... Enfin, dans les 20 ans d'expérience, effectivement, je comprends, et c'était compliqué parce que représenter des locataires contre des bailleurs sociaux, on pourra en parler aussi, qui vient d'ailleurs sur le marché des seniors et qui a abusé totalement de la confiance de ses locataires. En revanche,
mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, parce que déjà, pour moi, la réforme de la justice, effectivement, je dis que c'est un enjeu de santé publique. Là, c'est une démonstration directe du lien entre les deux, de ce temps qui est totalement inadapté et insupportable. Mais effectivement, il peut même y avoir, pourquoi pas, une mise en danger de la vie des personnes. Pourquoi pas aller sur le côté pénal? Si vous n'agissez pas, c'est que et l'État ne peut pas être complice d'une mise en danger de la qualité de vie. Et je dis ça parce que la semaine dernière, j'en fais le lien avec moi, mais j'étais très surprise de recevoir un courrier de la caisse d'assurance maladie me disant que maintenant j'étais public vulnérable, qu'il fallait que je me fasse vacciner, sinon je pouvais développer des formes graves Covid, etc. Et donc c'est aussi vraiment cet enjeu de santé publique, il est majeur. Donc là, c'est des centaines de personnes. Donc courage. Sur la question des locataires et des bailleurs, moi je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'il y a un outil qui existe aujourd'hui qui s'appelle Histologe, Histologe, comme historique du logement, et qui permet de signaler ce genre de problème, et surtout que ça reste, que l'information reste dans justement l'historique du logement. Ce qui fait que si les locataires ont un problème de santé, qui partent, que les locataires suivants n'aient pas le même problème. Et c'est une plateforme de l'État qui est très peu connue, en fait. Il n'y a pas beaucoup de diffusion, mais là, si tous les locataires vont faire un signalement, ça va faire bouger les choses. Sur les diagnostics, en général, c'est des problèmes dans 20% des cas. Je ne sais pas si vous avez besoin que je répète. En général, on décèle les problèmes quasiment on va dire dans 80% des cas, parce que c'est des gens qui nous appellent, d'accord, directement, parce qu'ils ont vu des problèmes. Pour répondre, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. En moyenne, on nous appelle 8 ans, entre 8 et 10 ans, après la naissance de la problématique. Parce que les gens, ils ont une réaction, la même qu'on a parfois pour sa santé, mais avec une échelle un peu plus longue. C'est qu'au départ, je tousse un peu, je dis allez, mes défenses immunitaires vont prendre le dessus, je prends de l'homéopathie, je prends le Doliprane, je vais chez le généraliste, ça ne marche pas, et là je vais chez un spécialiste. Ils font pareil pour la problématique de la maison. Ils ont une petite tâche, on ne la regarde pas, on attend, elle revient, je peins par-dessus, elle revient 2-3 ans après, on se dit c'est un problème de pont thermique, donc j'isole, voilà, c'est encore pire, j'isole, d'accord, voilà, et après ça met 3-4 ans, et là ça arrive, et là on se dit il faut trouver un spécialiste. Donc parfois, dans 15% des cas, d'ailleurs, on arrive, c'est trop tard, on peut plus intervenir. Ça allait trop loin, on est sur on va dire, la réhabilitation lourde à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens, d'accord, moi au départ, je disais ça, c'était pas joli le terme, mais je disais à Pascal, il faut qu'on fasse des dépistages. Il y a des pubs à la télé pour dépister contre le cancer du sein, etc. Et pourquoi on ne dirait pas dépister votre maison faites-le. Nous, aujourd'hui, c'est gratuit en plus, d'accord. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas rester sans savoir? Après, les gens, une fois qu'ils sont informés, sauf que la difficulté que nous, on rencontre, c'est pour ça qu'on a voulu créer le programme Mise en scène, c'est qu'ils ne nous prouvent pas. Voilà. Sur la dangerosité de ce qu'ils ont chez eux. C'est exagéré, d'après eux, quand on le dit. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on va faire demain, c'est participer, d'accord, à ce que plus personne ne reste sans savoir. Et après, comme d'habitude, les gens prendront leurs responsabilités, ils feront des traitements ou pas, d'accord, là. Mais au moins, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Moi, quand je partais parfois d'un rendez-vous où on ne mettait pas en place la solution, je disais toujours « monsieur, moi, la seule chose que je veux, c'est que si on se recroise dans la rue, dans 1 an, dans 2 ans, jamais vous pourrez dire « Gary, tu aurais dû me prévenir. Je vous ai prévenu. Après, vous ferez bien comme vous voulez. » D'accord. Ça, c'est vraiment important. Oui, je voudrais relayer 2 questions qui nous sont posées par les 80 personnes qui nous suivent en distanciel. Donc, bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur Murprotec? Et deuxième question, quelle est votre vision à 5 ans pour votre programme Maison Scène? Alors, sur la première question, Murprotec, comme je vous l'ai dit en préambule, on est présent dans 9 pays en Europe. En France, on a fêté là, nos 70 ans. D'existence sur le territoire français, et effectivement depuis toujours on est spécialisé uniquement dans le traitement de l'humidité et la qualité de l'air intérieur. C'est-à-dire qu'on sait, même si parfois on est toujours tenté d'accord aller vers d'autres prestations, d'autres services, nos dirigeants ont toujours voulu maintenir l'entreprise dans le cœur de son savoir-faire, c'est les traitements d'humidité. Notre expérience, moi je compare souvent, d'accord,
sans faire offense à la médecine, mais je compare notre métier au docteur, parce que le plus important chez nous, avant de parler de traitement, c'est de faire le diagnostic. C'est ce qui est le plus dur dans le bâtiment. C'est d'aller chercher la cause. Pourquoi il y a cette humidité? Et parfois, d'accord, on peut imaginer que c'est un problème de condensation alors que c'est un problème de fuite. On traite 3 niveaux, d'accord, de problématiques. Les premières problématiques, ce qui représente à peu près 40 à 50% des cas, c'est les problématiques de remontée capillaire. C'est-à-dire que c'est l'humidité qui est présente dans le sol qui remonte par capillarité au cœur des murs et qui emmène avec eux les sels hygroscopiques qui, eux, d'accord, fabriquent le salpêtre et qui créent des conséquences néfastes pour le bâtiment et pour la santé, puisqu'à un moment donné, au contact de l'oxygène, ça se cristallise et ça forme ce salpêtre ou ces champignons. Ça, c'est une première problématique. La deuxième, c'est tout ce qui est infiltration. D'accord ? On voit aujourd'hui, quand on voit le climat, il se passe des choses où les bâtiments ne sont pas prévus pour avoir 3 jours de pluie intensif qui équivaut parfois à 6 mois de pluie. Donc les sous-sols des maisons, les remontées de nappes phréatiques, il y a 15 ans, c'était rare. Aujourd'hui, ça devient courant. Et donc, il y a une vraie problématique également d'infiltration. Donc là aussi, on a des procédés, d'accord, pour régler ça. Et le troisième procédé sur lequel on agit, c'est tout ce qui touche justement à la condensation, les moisissures dans les pièces et au renouvellement de la qualité de l'air. Là, on installe sur le principe, dans le neuf, on appelle ça des doubles flux. Dans la rénovation, on appelle ça une centrale de traitement d'air qui va en fait prendre l'air à l'extérieur qui est moins pollué, malgré tout la filtrer, l'insuffler, d'accord, dans la maison et créer ce fameux courant d'air qui va en fait renouveler cet air. Une machine comme ça, elle est capable de renouveler sur une maison de 120 mètres carrés, elle renouvelle la totalité des 240 mètres cubes toutes les 90 minutes. Donc on a un air propre et sain, renouvelé toutes les 90 minutes, ce qui évite de faire ce que les gens ne font pas l'hiver, c'est ouvrir 2 fenêtres et laisser sa maison aux 4 vents pour que la température elle chute de 3 degrés et qu'après il faut remonter le chauffage, ce qui devient un non-sens, d'accord ? Voilà, et concernant la question sur notre vision aujourd'hui de notre programme Maison Saine, eh bien, elle est liée à nos missions aujourd'hui, comme l'a évoqué Pascal, aujourd'hui, à savoir comprendre, sensibiliser et agir. Et donc, aujourd'hui, on souhaite être une référence tout simplement crédible sur l'information, puisqu'on a vu que l'information était le maître mot. Donc, on souhaite être une référence crédible concernant notamment les problèmes de santé liés à l'habitat et la qualité de l'air intérieur. On a aussi, comme on l'a évoqué, cette intention de faire de toute personne aujourd'hui qui demande un diagnostic un prescripteur, en l'associant notamment à notre engagement sociétal, afin qu'il puisse à son tour sensibiliser et être un vrai vecteur d'information auprès de son entourage en tout cas. Et puis après, c'est aussi être reconnu pour les actions que l'on va mener. On a l'intention aujourd'hui de mener des actions auprès des écoles, en mettant en place des kits pédagogiques pour aller sensibiliser justement les enfants, notamment continuer à sensibiliser à travers notre chaîne YouTube, à travers les newsletters qu'on va pouvoir justement coécrire avec Bruno et Marine justement. Et puis, s'il y a bien quelque chose que l'on souhaite d'ici 4-5 ans, c'est inverser la tendance. Alors je sais que c'est idéal, mais ça serait inverser la tendance et faire en sorte qu'on ait 100%, alors je sais que c'est un monde idéal, mais qu'on ait 100% de personnes qui sachent à un moment donné que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors oui, c'est un monde idéal. Mais en tout cas, on a cette intention-là à travers ce programme Maison Saine. On a bien réussi que 100% des gens aujourd'hui savent que fumer tue. L'État nous a aidés d'ailleurs là-dessus. C'est pas pour ça qu'ils ne fument plus. Malheureusement, on est d'accord, mais en tout cas, il ne faut pas dire qu'ils ne savent pas. D'accord ? Ils sont tous informés que c'est une vraie problématique. D'accord ? Mais une dernière chose que je voudrais aussi préciser, moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'avant, on avait du mal à faire parler les gens de ce sujet parce que c'était effectivement quelque chose de sale. J'ai pas envie de dire à mon voisin que chez moi c'est humide. Et on trouvait ça dommage, d'accord ? Mais les gens ne voulaient pas en parler, d'accord ? C'était quelque chose, quand on change ses fenêtres, quand on fait des choses comme ça, on en parle à tout le monde. Ah, viens voir, j'ai un nouveau jacuzzi, ou j'ai fait ma véranda. Mais dire, viens voir, j'ai traité mes problèmes d'humidité, ou voilà, je te montre comment c'était avant des photos, on n'en parlait pas. Et on s'aperçoit maintenant, au contraire, que les gens se mettent à en parler. Et c'est ça qui nous encourage, d'accord, à aller dans ce sens. On a fait aujourd'hui aussi même des crèches, d'accord, où les enfants, d'accord, tombaient malades, d'accord, et aujourd'hui, les parents de ces crèches nous remercient en disant mais pourquoi on ne le savait pas, quoi. Eh bien, on compte vraiment sur vous, vraiment. En tout cas, merci. Oui, désolé. Bonjour, j'ai une question. Oui. Donc vous agissez beaucoup avec les particuliers, mais est-ce que vous agissez aussi au niveau des CROUS avec les étudiants? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de CROUS, il y a des problèmes avec les moisissures, l'humidité. Est-ce que vous avez eu affaire à des cas comme cela?
Alors c'est notre grand projet de 2025. C'est qu'en fait jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près traité, Edouard, 600 collectivités en France, des mairies. Un peu plus de 700. Un peu de 700, d'accord, de mairies, écoles ou autres, qui nous ont fait appel et chez qui on a mis en place des solutions. Mais on ne communiquait pas, c'était vraiment des appels entrants, c'est des gens qui nous contactaient parce qu'ils nous connaissaient ou qu'ils avaient fait déjà des choses. Et aujourd'hui, on a décidé justement de créer une division pro, c'est-à-dire on va former des experts sur ces typologies de bâtiments qui est différent d'une maison, d'accord, voilà, même si il peut y avoir des ressemblances. Parfois, il n'y a pas 2 personnes, mais 30 personnes, d'accord, dans ces lieux, etc. Et on va donc en 2025 créer un réseau pro qui va être dédié, d'accord, justement à tout ce qui touche les collectivités, les mairies, partout où il y a du public. On va adapter également les solutions, on va adapter les diagnostics pour pouvoir répondre, parce que je suis convaincu que là aussi, il y a un gros travail à mettre en place. Moi, simplement, sur la question des logements crous et les étudiants, j'en ai déjà fait, mais à la demande du pneumologue. C'était une catastrophe. Et j'ai en tête un cas très particulier, puisque c'est un étudiant qui venait de l'étranger, qui n'avait pas vraiment le choix de loger ailleurs. Et la qualité de l'air dans son logement était tellement mauvaise que toutes les nuits, entre 2h et 3h du matin, il devait se lever pour aller faire un tour dehors. Il n'arrivait plus à respirer. Il ouvrait la fenêtre en grand et toutes les nuits, il se levait, sachant que c'était donc quelqu'un qui suivait ses études, qui donnait un petit peu des cours et qui en plus suivait un programme sportif. Il faisait du sport tous les jours. Donc quand on ne peut pas faire ses nuits correctement, c'est quand même compliqué. Et voilà. Et en fait, la problématique que j'ai constatée, c'est que les logements du Crous, très souvent, sont anciens. Voilà, parfois ont 40 ou 50 ans, et depuis 50 ans, en fait, personne ne s'est jamais préoccupé de savoir si la ventilation fonctionnait toujours, si elle était adaptée, etc. Voilà. Donc, c'est complètement catastrophique, quoi. Bonjour, Fabrice Ribeiro, je suis conseiller médical en environnement intérieur pour le compte de la ville de Paris. Alors, en fait, ce sera plus un témoignage parce que vous venez de répondre à ma question. L'idée, c'est que je pense qu'il y a un gros travail à faire auprès des professionnels, notamment dans le cadre de réhabilitation, où bien souvent, on va se rendre compte qu'ils vont peindre les murs, ils vont changer les fenêtres, les ouvrants, mais la question de la ventilation est vraiment quelque chose qui est mis à côté. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire un gros travail de sensibilisation auprès des professionnels. Et un autre témoignage, avec la ville de Paris, nous, on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux. On a formé les gardiens, et justement pour casser cette idée reçue que les moisissures, c'est des personnes sales. Non, pas du tout. En fait, on peut avoir des moisissures, quelle que soit notre façon de vivre. Voilà. Mais je pense que l'axe professionnel est très intéressant, même si le fait d'informer toute la population, ça va diffuser aussi dans le milieu professionnel, donc peut-être faire changer les mœurs. Ça pourrait être pas mal, et peut-être, pourquoi pas, imposer un diagnostic obligatoire dans le cadre de réhabilitation sur la problématique ventilation. Et la ventilation et l'aération doivent aller de pair, et pas l'un ou l'autre. Vous prêchez un convaincu, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, d'autant plus que dans l'émission, en effet, il y a toute la relation avec les médias. Merci à ceux qui sont là, mais il y a toutes les relations aussi avec des partenaires potentiels. On a créé des liens avec la FNAIM, parce que oui, tous les professionnels de l'immobilier, ça sera pareil pour la construction, enfin tout le bâtiment au sens large, avoir des liens avec les architectes, tous les gens qui interviennent dans la rénovation, pour porter ce discours-là, parce que là aussi, un architecte, je crois que c'est 2 heures, les pathologies des bâtiments, je crois que c'est 2 heures sur la formation des 7 ans d'un architecte. Voilà, donc c'est pas leur faute. Il y a un moment donné, il faut juste que quelqu'un porte le discours de l'information, ce que vous disiez, informer. C'est ce qu'on va essayer de faire, modestement. Je ne vais pas monopoliser le micro, mais juste une dernière question. Quel est le pourcentage de refus des propriétaires de faire des diagnostics chez leurs locataires? Alors, je n'ai pas une stat précise. Par contre, ce que je peux vous dire, les propriétaires
qui ont un logement en location ou 2 logements, vous savez, des petits propriétaires, on a 100% d'acceptation. Parce qu'ils sont bienveillants. Ils ont acheté leurs biens, souvent c'est des héritages parfois de leur famille ou eux-mêmes qui ont économisé pour pouvoir s'acheter. Ils ne veulent pas laisser à l'abandon leur appartement et ils veulent que leur locataire soit bien pour maintenir leur locataire bien sûr en bonne santé et pouvoir louer leur appartement. On n'a quasiment aucun souci. Dès qu'on est, comme vous avez fait comme ça madame, là c'est très compliqué. Vraiment. On ne peut pas dire zéro, mais c'est très compliqué. Ben oui, je sais bien. Hein. Mais nous, on voudrait bien discuter avec des avocats, trouver des solutions. Alors, il en existe, hein, il y a des recours. Hein. Mais c'est exactement ce qu'a dit Dr Le Guillou, c'est qu'entre le moment où il y a le recours, et on sait qu'il y a une famille, qu'il y a une petite fille qui vit là-dedans, et le moment où on aura l'accord d'aller visiter, pendant ce temps, elle tombe malade, quoi. Je veux dire, c'est horrible. Ben oui. Donc, je pense que ce qu'on est en train de faire là, le petit colibri, hein, on compte sur vous, d'accord, parce que tout seul, ça va être, on fera ce qu'on peut, hein, on va le faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va utiliser nos moyens, nos ambassadeurs, nos clients, nos partenaires pour pouvoir parler de ça. Mais plus ça sera relayé, plus ça sera dit. Oui. Pour revenir à mon histoire, du coup, moi, je suis tombée malade à cause d'un logement insalubre. Donc, le bailleur est totalement coupable parce qu'ils n'ont jamais entretenu leur logement depuis 1960. C'est tout juste en 2024 où ils commencent à faire les rénovations. Et pour vous montrer que vraiment, même le bailleur, il n'a pas conscience de la gravité, après des mois et des mois, il nous a proposé un logement. Et dans ce logement, on est allé le visiter. Bon, je vous passe les détails, mais même dans le hall, c'était n'importe quoi. Et on arrive dans la salle de bain, il y a de la moisissure dans la salle de bain. Et là, on lui dit, bah non, en fait, je suis malade à cause de la moisissure, on ne va pas renouveler l'expérience. Et toujours ce bailleur social doit me reloger. Là, il devait me reloger en mars. Des logements neufs qui ont été construits, qui sont finis cette année. Il y a de la moisissure dedans aussi. Donc, ils essayent de le cacher. Et moi, je l'ai vu parce que je suis rentrée dans le logement. Mais ils essayent de nous faire croire que c'est un problème d'électricité. Donc, c'est pour ça que c'est pas encore livré, etc. Mais oui, ils se rendent pas compte. Et honnêtement, ils en ont rien à faire. Moi, je l'ai vécu. La personne que j'ai vue, elle m'a dit ça va aller. Avant la greffe, je lui ai dit non, en fait, c'est pas une appendicite que j'ai. Je vais avoir une greffe des poumons, non. Donc, non, ça va pas aller. Je relaye une question du chat encore. Donc, vous y avez en partie répondu. Qu'attendez-vous concrètement de cette conférence? Quel partenariat appelez-vous de vos voeux? On a parlé de l'école, du CNUS, etc. Question complémentaire. Est-ce que vous travaillez déjà avec des mutuelles? Alors, je vais répondre sur ce qu'on attend. C'est de l'amplification, en fait. Voilà, on porte un message, on est un peu comme un CD dans une chaîne hi-fi. On met le CD, mais s'il n'y a pas d'amplificateur, on ne va pas entendre grand-chose sur les enceintes. Voilà, donc c'est l'amplification de notre message. C'est un des premiers éléments. Le deuxième, j'ai répondu tout à l'heure, c'est en disant oui, c'est les partenariats qu'on va nouer avec les professionnels de l'immobilier, avec les gens de la construction du bâtiment. Et pour l'instant, non. Nous avons des contacts avec des gens des mutuelles qui, eux, sont très actifs sur la notion de prévention ou de protection, comme dirait le docteur Le Guillou. Mais voilà, donc on a ces relais-là qui sont des relais importants. Les mutuelles sont des relais importants et de sensibilisation et d'action possible de prévention. Donc oui, on est en train de tisser des relations avec elles. Moi, je voudrais parler aussi justement sur ces besoins d'informer les ménages et les occupants des logements des mauvaises habitudes qu'on peut toutes et tous avoir. Par exemple, là, en ce moment, c'est la saison, on a tendance à beaucoup moins aérer on peut se dire on va payer beaucoup de chauffage cet hiver, ça va coûter très cher, donc pour compenser,
on coupe la ventilation ou on obstrue les entrées d'air. Ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les discussions. Alors, c'est pas partout, mais c'est quand même assez récurrent. On voit que y a pas mal de créativité à ce niveau-là, hein, entre, j'ai déjà vu de l'aluminium, du coton, du scotch, etc. Finalement, ça ne sert à rien d'avoir une VMC si c'est pour obstruer les entrées d'air. On a d'autres choses beaucoup plus banales, comme le séchage du linge, le fait de pouvoir de faire sécher son linge en intérieur, ça paraît quelque chose de tout à fait habituel et parfois on n'a pas le choix, sauf que c'est aujourd'hui reconnu comme étant la principale source d'humidité dans les logements. De façon générale, vous prenez une douche, vous faites la vaisselle, etc. Si on compare, le séchage du linge, ça apporte beaucoup plus d'humidité dans le logement. Et ça, personne ne le sait en fait. Donc voilà, c'est aussi sur... ça fait partie des points qui sont assez simples, qu'on peut corriger par de la sensibilisation. Bon, on voit qu'il y a du boulot, comme je dis, docteur. Il y a des choses à faire. Hein. Bien, écoutez, moi je vous remercie d'être, s'il n'y a plus de questions, d'avoir été présent. Et je le redis, nous on est disponible à discuter avec vous, à échanger, à trouver des solutions, à réfléchir, voir avec, comme vous le disiez, avec la mairie de Paris, voir des maires. On en voit de plus en plus. Nous, on va créer ce lien pour en parler, d'accord, et pour qu'on ne reste plus sans savoir. Merci à tous.